Bienvenue, le tour du monde de la francophonie continue sur TV5 Monde. Il y a quelques minutes, nous étions à Papeete, en Polynésie française. Tout à l'heure, on va aller à Auckland, on va aller en Nouvelle-Zélande. Et évidemment, entre les deux, c'est le Pacifique. Alors, on revient à Paris, plutôt que de se jeter dans la mer, en fait. Mais on va parler de la Méditerranée, du Maghreb, avec des auteurs et des artistes formidables, parce qu'on n'a pas fait d'escale à Alger ou à Marrakech. Mais on a des artistes qui sont là. On a Kauter Adimi. Merci infiniment d'être avec nous. Votre livre est un véritable événement. Nos richesses, vous êtes nominé pour les 3 plus grands prix littéraires de cette rentrée, le Goncourt, le Renaudot, le Femina. En face de vous, il y a Jacques Ferrandez. Jacques Ferrandez, c'est un auteur de bande dessinée. Il est né à Alger. Il vient d'adapter le dernier ouvrage de Camus en bande dessinée. Et ça aussi, c'est tout à fait étonnant. Kauter Archi, vous êtes sociologue, vous avez un discours fort, vous dites je n'ai que une langue et ce n'est pas la mienne. Alors on verra pourquoi c'est difficile peut-être pour des auteurs qui viennent du Maghreb de s'exprimer en français. Et puis avec nous Raja Amari, une artiste vraiment exceptionnelle, réalisatrice tunisienne, qui se bat pour la liberté depuis longtemps, qui incarne cette nouvelle génération. Fatema Al est une grande chef cuisinière marocaine. À Paris, tout le monde va dans son restaurant, mais c'est aussi quelqu'un qui fait de la cuisine un élément de partage. Nous sommes avec eux, on va passer une heure formidable. Je voudrais d'abord me tourner vers Kauter Adimi. Kauter, nos richesses, je le disais, sélectionnées dans 3 grands prix littéraires. Alors le Médicis, pas le Femina. Ah, vous préférez le... Non, c'est juste que je ne suis pas sur le Femina, donc voilà. On va quand même lancer un appel au Femina. Ils vont vous sélectionner. Mais ça fait quoi en fait? Ah mais je suis très heureuse d'être sur toutes ces listes évidemment. Ouais, c'est touchant de sentir comme ça. C'est touchant, puis je suis contente que ce livre ait un écho et qu'on parle d'Edmond Charlot, qu'on regarde l'œuvre d'Edmond Charlot et qu'on parle du 2 bis de la rue Hamani à Alger. Voilà. Ouais. Edmond Charlot, c'est un personnage étonnant. Jacques Ferrandez, dans son livre, on va en parler dans quelques instants. Je voudrais qu'on regarde l'extrait d'un documentaire pour en savoir davantage. Au milieu des années 30, dans l'Algérie coloniale, un étudiant en lettres, que ses camarades appellent tout simplement Charlot, s'écarte des sentiers battus et ouvre une maison d'édition dans une échoppe du centre d'Alger. Bientôt, les éditions Charlot, en 1937 et 1939, publient L'Envers et l'Endroit et Noces, 2 essais d'un jeune journaliste, Albert Camus, fils d'un ouvrier agricole et d'une femme de ménage d'origine espagnole. Kauter, qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce personnage-là ? Alors, en fait, moi, tout est parti d'une phrase « Un homme qui lit en vaut 2 », qui est une phrase inscrite sur la devanture du 2 bis de la rue Hamani à Alger aujourd'hui, et sur laquelle je me suis arrêtée il y a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et en ce lieu, en 1936, Edmond Charlot a ouvert, alors qu'il n'avait que 21 ans, Les Vraies Richesses, qui a été une librairie, une maison d'édition, bibliothèque. Et cet endroit a traversé tout le XXe siècle, qui est un terrain de création littéraire absolument formidable, puisque il y a le centenaire de la colonisation, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie. Donc il y a tout ça dans le XXe siècle. Il y a cet endroit qui a été ouvert en 1936 et qui a perduré dans le temps, puisqu'en 2017, il est toujours là. Et j'ai eu envie de questionner ce lieu, de questionner cette époque du XXe siècle. Et qui de mieux pour questionner le XXe siècle en Algérie qu'Edmond Charlot pour le 2 bis rue Hamani, puisque c'est lui qui occupe ce lieu-là et qui va en faire un espèce de poumon culturel assez incroyable, qui va traverser de manière romanesque tout ce siècle-là. Puis j'avais envie aussi de questionner le 21e siècle, toujours avec le prisme du 2 bis, en imaginant que ce lieu qui aujourd'hui est une annexe de la Bibliothèque nationale d'Alger soit cédé à un industriel privé, imaginons, qui décide d'en faire une boutique de beignets parce que, dit-il, il y aura toujours plus de gens pour acheter des beignets plutôt que des livres. Et donc j'ai imaginé qu'on mettait à la rue le dernier préposé auprès, le dernier gardien des lieux, et qui devait assister à la déconstruction de l'endroit qu'il a protégé pendant plusieurs années. Oui, voilà. On vous voit, Jacques Ferrandez, attentif là. Ça vous concerne de près? Il faut dire que moi j'ai rencontré Edmond Charlot à la fin de sa vie. Je l'ai vu les dernières années, peut-être les 5-6 dernières années de sa vie à Pézenas, dans cette librairie qu'il avait ouverte, le Haut Quartier, qui était en fait... il avait ouvert d'abord une librairie de livres courants, puis en fait il s'était plutôt replié vers le livre ancien, la bibliophilie, et il avait ça au rez-de-chaussée de sa maison, et à la fin, malheureusement, il était presque aveugle. Et donc pour quelqu'un qui avait vécu avec le livre, être aveugle, c'est quelque chose de
terrible. Mais c'est quelqu'un vraiment dont j'ai gardé un très très beau souvenir parce que c'était l'homme le plus modeste, le plus humble du monde. Et moi, j'ai gardé des entretiens que j'avais fait avec lui et je me rendais compte qu'en effet, enfin, je connaissais son existence avant de le rencontrer et j'ai connu aussi des gens dont Kauter parle dans son livre, Momo de la Casbah, Imoud Brahimi aussi, que j'ai rencontré en 93 à Alger, qui m'a fait visiter la Casbah. Donc j'ai eu comme ça la chance de rencontrer, si vous voulez, un peu la queue de la comète de ce qu'avait été cette vie culturelle d'Algérie dans les années 30 à 50. On a des images de Kauter, vous les regardiez, c'est évidemment Alger qui revit à travers cette librairie. On voit des images d'archives, on retrouve voilà la rue. Regardez, décrivez-nous ces images. Oui, bah là on est vraiment rue Hamani, donc qui était la rue Charras. Et vous voyez, c'est écrit abonnement de lecture, puisqu'effectivement, Edmond Charlot, à cette époque, est éditeur, libraire et bibliothécaire en même temps. Et voilà, on est dans le 2 bis, qui est minuscule. Vraiment, c'est un tout petit endroit. Il en avait même fait une galerie d'art, puisqu'il exposait aussi des œuvres d'art. Enfin, la première exposition qu'il fait en 1936, c'est une exposition de Bonnard, d'ailleurs. Voilà. Ouais. Et alors, vous faites ce passage avec l'Algérie d'aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable finalement. C'est cet aller-retour là qui est fascinant. Oui, effectivement, il y a deux parties dans mon livre, mais ce sont deux parties qui se font écho, hein, qui s'emboîtent, et qui sont soudées par deux hommes qui sont dans le même combat, c'est-à-dire qui refusent de se soumettre à une ville qui essaye de combattre, de les combattre, puisque Edmond Charlot, lui, la première chose, enfin un des premiers livres qu'il va publier, c'est Révolte dans les Asturies, qui est une pièce de théâtre écrite par Albert Camus et trois de ses copains, qui est interdite par la ville d'Alger, donc qui est interdite par le maire d'Alger, qui a peur que ça donne des idées de révolte. Et donc Edmond Charlot va publier à 21 ans, 20 ans même. C'est le premier acte de révolte d'Edmond Charlot. Et Abdallah, c'est la même chose. C'est-à-dire ce qui unit les deux hommes, c'est des actes d'insoumission absolue. Abdallah, il refuse le à quoi bon. Il va essayer de lutter contre la fermeture de cet endroit, même si tout le monde lui dit qu'il ne peut rien y faire. Il va organiser une petite révolte dans le quartier, puisque tout le quartier va se liguer un petit peu contre l'IAD en imaginant une pénurie de peinture pour éviter de perdre, pour essayer de conserver les murs en état, etc. etc. Et du coup, moi, je voulais écrire ce livre un peu en hommage aux 2 bis, la rue Hamani, parce que je pense que ça a été un lieu culturel incroyable pour l'Algérie des années 30 à 60, alors pour l'Algérie coloniale des années 30 à 60 évidemment, mais qui est aujourd'hui un lieu culturel pour nous, Algériens, en 2017. Puis je voulais rendre hommage à tous ceux qui ont choisi la littérature et les arts comme boussole, ce qui était le cas d'Edmond Charlot et ce qui est le cas de Abdallah. Publié au Seuil, hein, ce livre formidable. Sa devise, c'était des jeunes par des jeunes pour des jeunes. Oui, ce qui était un cri de guerre contre Alger, disait-il, qui était une ville extrêmement conformiste et très peu ouverte. Oui. Voilà. Alors, il édite un jeune homme inconnu, qui s'appelle Camus, c'est ça? C'est ça, il réédite Vercors avec Le silence de la mer qui arrive un jour par valise diplomatique avec des photos de l'édition des Cahiers du silence, donc avec un petit mot au papier qui est écrit prière de réimprimer, donc il réimprime Vercors pendant la Seconde Guerre mondiale, il publie Saint-Exupéry, il publie Gide, Amrouche, surtout, enfin il publie, je crois, Robles. Et une forme de résistance à Jacques Ferrandez. Alors voici votre livre, il va sortir là au Mercure de France, entre mes deux rives, c'est vos souvenirs d'enfance, vous êtes né en Algérie, vous avez grandi après à Nice, mais tellement de souvenirs. Vos grands-parents avaient une boutique de chaussures en face de Camus, quoi, en face de chez Camus. Exactement, c'est ça, rue de Lyon, donc dans le quartier de Bellecour, exactement en face du pas de la porte du petit immeuble où Camus a vécu toute son enfance et sa jeunesse, ce qu'il raconte dans Le Premier Homme. Et oui, alors ça, ce livre, c'est un peu un complément, si vous voulez, à mon adaptation de ce dernier roman posthume et inachevé d'Albert Camus, Le Premier Homme, parce que à un moment donné, j'avais eu envie aussi de raconter à la fois mon rapport à Camus, parce que c'est la 3e fois que j'adapte Albert Camus, mon rapport à l'Algérie et plus généralement mon rapport à la Méditerranée. Qui est extraordinaire, voici. Hein. Ça c'est quand même Le Premier Homme, c'est une histoire incroyable, c'est-à-dire un manuscrit n'est pas terminé, qu'on trouve dans la voiture voilà, après l'accident, oui. et qui finalement, à travers un personnage imaginaire, c'est Camus qui se raconte. Alors, c'est un peu la distinction qu'il faut faire, c'est-à-dire que c'est évidemment très autobiographique, mais dès le départ, le personnage s'appelle Jacques Cormery, tout est raconté à la 3e personne, c'est pas je, mais c'est Jacques Cormery, beaucoup raconté au passé, mais enfin évidemment, c'est une manière pour Camus de faire un retour sur ce qu'est l'histoire de sa famille, et c'est une histoire qu'il connaît très mal, puisque en fait, il vient d'une famille, comme on l'a dit, le père ouvrier agricole, la mère qui est
femme de ménage et qui ne sait pas lire ni écrire, qui en plus est affligée d'une infirmité, elle est à moitié muette et à moitié sourde. Donc Camus entreprend à la fin des années 50 un roman qu'il ne pourra pas achever, comme on sait, mais dans lequel il veut donner la parole aux muets, c'est-à-dire écrire l'histoire de ceux qui n'ont pas d'histoire. Oui, c'est ça qui vous touche. Et ça m'a beaucoup touché parce qu'évidemment, c'est l'aspect aussi inachevé. Donc, moi, j'avais travaillé sur L'étranger précédemment, où là, c'est un roman totalement achevé, totalement structuré, qui a été lu évidemment par des millions de lecteurs, et où la difficulté principale, c'était de donner un visage à Meursault qui n'est jamais décrit, et surtout d'être dans un roman qui est le roman de la jeunesse, c'est-à-dire le roman c'est le roman de l'absurde, hein, L'étranger avec ce côté énigmatique de Meursault. Et là, on se retrouve avec le premier homme dans une écriture qui est assez différente de celle de L'étranger. L'étranger, c'est la fameuse écriture blanche de Camus. Et là, on est brusquement dans une écriture très torrentielle, probablement que Camus aurait retouché s'il avait pu mener ce projet à bien, mais qui donne énormément d'affect, si vous voulez, contrairement à L'étranger, qui est un petit peu une espèce de cœur indifférent. Là, on est en présence d'un personnage qui se livre entièrement sur ses sentiments, sur ses pulsions, son intimité en réalité. Oui. Donc pour moi, c'était aussi une forme de contraste de Camus passé de l'âge de la jeunesse, quand il était effectivement publié chez Charlot au début, Noces, L'envers et l'endroit, au moment où il devient un homme accompli et où il a une grande œuvre encore à accomplir. Oui. Évidemment, la vie a interrompu tout ça, ou plutôt la mort a interrompu tout ça un jour de janvier 60, mais ce roman en devenir reste une espèce de joyau qui couronne finalement l'œuvre de Camus. C'est incroyable parce qu'une adaptation en bande dessinée, c'est-à-dire que y compris d'ailleurs les silences, c'est-à-dire d'écrire aussi à travers et puis même imaginer aussi certaines scènes. Oui, alors j'ai pas voulu inventer, mais par contre je me suis beaucoup servi des notes que Camus avait laissées, qui étaient destinées à nourrir ensuite son scénario. Il y a des personnages, il y a des bribes de textes, il y a des situations, et c'est ça qui m'a servi aussi pour non pas boucher les trous ou combler les blancs, parce que vous savez, en bande dessinée, il faut jamais combler les blancs, c'est l'espace entre deux cases, c'est là que se passe l'imaginaire du lecteur aussi. Mais en tout cas, j'avais envie de pouvoir donner une réalité à cette histoire-là aussi, en mettant peut-être les éléments que Camus y aurait mis dans tous les cas, en tout cas sur un roman où il aurait raconté des choses beaucoup plus sur le début de l'âge adulte, les femmes. Enfin, j'ai introduit un personnage féminin dans ce récit qui n'y est pas, mais qui est un petit peu en émergence dans les notes. Oui, Kawthar Adami, ça nous parle encore Camus aujourd'hui, réellement. Parce que ça nous parle toujours, Camus, de toute façon. Il n'y a qu'à relire Noces, L'été. Le premier homme, moi, c'est un de mes textes préférés de Camus, parce que je trouve que c'est un des textes les plus authentiques, les plus sincères, où on retrouve, où on trouve Camus vraiment. Alors, effectivement, c'est pas la première personne du singulier. Effectivement, il y a un personnage. Mais dans le côté inachevé du texte, on trouve énormément de Camus. Moi, je suis d'accord avec Jacques. Je pense qu'il l'aurait retouché, qu'il l'aurait peut-être enlevé de lui-même. Mais on a la chance de le lire dans un état non corrigé. Je le trouve fascinant, ce texte. Oui. Kawthar Archi, vous êtes évidemment, on va parler d'ailleurs de votre livre Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne. C'est qu'au fond, Camus parle finalement à l'Algérie d'aujourd'hui encore, et même au-delà. Camus, je pense que dans l'histoire littéraire algérienne, mais aussi dans l'histoire littéraire française, il occupe une place très particulière. Très particulière. Certains se sont disputés son héritage, certains l'ont revendiqué, d'autres, au contraire, ont eu plutôt tendance à vouloir la rejeter. Ce qui est assez étonnant, c'est que l'on puisse dire ici, en 2017, ce que nous sommes en train de dire de Camus. On célèbre son universalité. D'autres y ont aussi vu des choses plus complexes, une forme de colonialisme inconscient. Les travaux d'Édouard Saïd sur la question de l'orientalisme reviennent beaucoup sur ces questions-là. Très certainement que la grande force de l'œuvre de Camus est là, de pouvoir à la fois supporter des discours d'admiration, mais aussi supporter des textes critiques qui font que Camus demeure une figure insaisissable et difficilement catégorisable, ce qui est l'un des grandes fonctions de l'histoire littéraire, de mettre les auteurs dans des catégories, les textes dans des catégories. Camus échappe. Camus échappe à beaucoup. Oui. Kawthar. Je pense que Kawthar, effectivement, c'est très particulier. A raison, on pourrait se disputer très longtemps et encore sûrement pendant un siècle sur Camus, sur la question algérienne. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, Albert Camus est
est très lu en Algérie. Alors on dit sans cesse, enfin moi on me demande souvent s'il est lu. Albert Camus est lu, les livres de Camus sont en vente en tout cas dans toutes les librairies où j'ai mis un pied, j'ai trouvé le livre de Camus. Donc il est quand même extrêmement lu. Aujourd'hui, moi je m'attache plus à l'écrivain qu'à l'homme. En tout cas, c'est l'écrivain qui m'intéresse et ce qu'il a produit que je lis et que je découvre avec plaisir. Et c'est la langue d'Albert Camus que je trouve intéressante. Et puis moi, il y a une phrase de Camus que je trouve très belle et assez... extrêmement authentique, c'est quand il dit j'ai avec l'Algérie une liaison très longue qui sans doute m'empêche d'être tout à fait clairvoyant à son égard. Peut-être que j'ai changé un ou deux mots, mais je trouve que l'idée est là, que l'idée veut tout dire, qu'elle est extrêmement authentique et qu'on retrouve ici un Albert Camus qui est un peu dans le doute. Et l'échange entre Camus et Sénac, moi je parle un peu de Sénac dans mon livre, le journal de Sénac et de ses discussions avec Albert Camus sur l'Algérie nous montre un Albert Camus assez étonnant aussi, dont on parle très peu. Beaucoup engueulés par correspondance interposée. Exactement, et puis Sénac racontait ce moment où il s'engueule avec Albert Camus, et puis Albert Camus qui sort du bureau et qui dit si ce petit avait raison, et qui sont extrêmement vertueux. Et moi je trouve que ce que dit Kauter est vrai, c'est-à-dire qu'on n'a pas fini de sonder Albert Camus, on ne finira jamais, et c'est ça qui est juste fabuleux. Exemple, hein. Voilà. Je disais Kauter Archi, vous, c'est Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne, votre livre publié chez Pauvert. Vous y prenez évidemment un certain nombre d'exemples d'auteurs, aujourd'hui, là pour le coup contemporains, qui sont algériens, et qui écrivent en français, et vous dites, c'est un combat politique. Finalement, au-delà de la langue, il y a ce combat politique pour exister. C'est un combat politique qui est tout d'abord lié au centralisme parisien et à l'organisation de la francophonie comme système évidemment littéraire, mais aussi comme système politique. Donc le premier combat, il est là. Il est d'être un auteur qu'on pourrait qualifier originaire de la périphérie. Le terme est volontaire dans la dimension spatiale qu'il révèle. Venant d'Alger, venant d'une ville d'Haïti, venant de l'Afrique subsaharienne, et de parvenir à rejoindre Paris, de parvenir à rejoindre cette capitale-là, qui a pendant très longtemps été la capitale où il était possible de publier des ouvrages qui, par ailleurs, étaient censurés. Mais c'est aussi, bien évidemment, une institution très complexe à saisir et très, très difficile d'accès. Oui. Les écrivains, donc, vous prenez des exemples, là, vous dites, il y a Kateb Yassine, Siad Djebar, Rachid Boudjedra, vous prenez plein d'exemples comme ça, Kamel Daoud, voilà. Et vous dites quoi, finalement? Vous dites qu'il y a encore un ostracisme, il y a encore une difficulté réelle? Le simple fait que l'on considère qu'il existe une littérature française et qu'il existe par ailleurs des littératures francophones, indique bien qu'il existe deux catégories différentes d'écrivains et que à ces deux catégories différentes d'écrivains correspondent deux régimes de lecture particuliers. Et évidemment qu'il y a là quelque chose qui est fortement déterminé par l'expérience coloniale de la France, mais il y a surtout, et ça a été le grand avantage que de travailler sur des écrivains, il y a la possibilité d'écrire, il y a la possibilité de s'exprimer, donc de prendre des positions et de tenter d'inscrire ou en tout cas de faire valoir une singularité dans un régime littéraire qui recherche toujours des écrivains de l'étranger qui seraient les représentants d'un peuple ou d'une nation ou d'une culture. Oui. Donc la difficulté est là. Comment réussir à pénétrer un univers, à se faire reconnaître par lui, tout en étant, en vérité, simplement un écrivain. Ni un écrivain francophone, ni un écrivain ceci, ni un écrivain cela. Un écrivain tout court. Il se trouve que là, la question est posée par rapport aux écrivains étrangers de langue française, mais le même type de réflexion peut tout à fait être menée sur les écrivaines de sexe féminin. C'est-à-dire que les femmes ont aussi, pendant très longtemps, été désoubliées de l'histoire littéraire écrite par des hommes. Ici, pour les écrivains étrangers de langue française, c'est plutôt une histoire écrite à partir de Paris. Or, la langue française est beaucoup plus grande que Paris et bien sûr beaucoup plus grande que la France. C'est la question de la francophonie, au fond, Kauter, Adami. Adimi, pardon. C'est pas grave. Oui, alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que dit Kauter et que je trouve très intéressant, c'est quand elle dit qu'il doit exister en tant qu'écrivain et non pas représentant d'un pays. Ça, je trouve que c'est un vrai sujet, en fait, parce que très souvent, quand on est un écrivain étranger, non pas français, c'est-à-dire dès lors qu'on sort de la France et de l'Hexagone,
on a tendance à penser que lorsqu'un écrivain s'exprime, ce qu'il dit est une vérité absolue et représente entièrement le pays dont il est originaire. Ce qui est absolument faux et épouvantable, en fait. On ne pensera jamais qu'un écrivain français, lorsqu'il parle, résume toute la France. On sait bien que la France est extrêmement complexe, qu'il y a des réalités très différentes et que quand un écrivain parle, il a une voix singulière et que ce qu'il dit, c'est sa représentation des choses et de la vie. La manière dont on réceptionne les écrivains étrangers, notamment de langue française, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas traduits mais qui écrivent en langue française, c'est très généralement de manière absolue, comme si ce que nous disions était une vérité générale, absolue, qui ne méritait aucune contradiction. Totalement faux, et heureusement que c'est totalement faux. Moi, ce que j'écris, c'est une manière dont je vois les choses. L'Algérie de 2017 que je raconte dans mon livre, c'est ma perception. C'est ma perception d'un quartier à Alger. C'est une voix, elle est singulière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas 15 autres voix qui diraient les choses très différemment. Je ne représente absolument, enfin, je ne suis pas le porte-parole de qui que ce soit en Algérie, et heureusement, ce n'est pas du tout mon rôle ni mon travail. Et la réception des écrivains étrangers doit changer à ce niveau-là, je pense vraiment. Oui. Vous êtes entre deux rives, hein, Jacques Ferrandez. Pour le coup, vous, c'est les deux côtés là, hein, de la Méditerranée. Hein. Oui, mais si vous voulez, c'est la même mer. Donc, je conclus le livre en disant mer natale. Enfin, à un moment donné, on parle de terre natale, mais il y a aussi cet espace qui va baigner toute cette région avec la rive nord, la rive sud. Tout à l'heure, on va parler de cuisine. Il y a des permanences, enfin, il y a des espèces d'invariants aussi sur la culture, la cuisine, la manière d'être, etc. qu'on retrouve. Alors moi, je suis né en effet à Alger. J'ai vécu toute ma vie de l'autre côté de la Méditerranée. Je retourne toujours régulièrement à Alger aujourd'hui. J'y serai dans même pas 15 jours, là, à nouveau. C'est toujours, évidemment, l'entre-deux qui est aussi un petit peu celui de Camus. J'ai représenté beaucoup de scènes dans Le Premier Homme où on le voit, justement, soit survolant la Méditerranée en avion, quand il commence à écrire ce qui sera son roman, le personnage de Jacques Cormery. Et je le montre aussi sur le bateau, sur la traversée, ce bateau qu'on voit sur la couverture, là, entre mes deux rives. Voilà, on se pose toujours la question de savoir qui on est, d'où on vient, quelle est son identité. Je pense qu'en Méditerranée, c'est une question qui tenaille tout le monde. En plus, il y a la question de la langue, la question de l'histoire, la question effectivement de la colonisation. Tout ça, ce sont des choses qui construisent aussi, qui façonnent les peuples et aussi les individus. Et c'est ça que j'essaye de raconter à travers mes albums depuis maintenant très longtemps, parce que j'avais entamé une longue série qui s'appelait Carnet d'Orient, qui était sur cette histoire commune entre la France et l'Algérie. Et j'ai jamais cessé de me situer justement entre ces deux rives. Oui, entre deux rives, je me tourne vers vous, Raja Amari. Votre prochain film s'appelle Corps étrangers. On y retrouve Yam Abbas, extraordinaire comédienne. Il y a des scènes frappantes de ces réfugiés, de cette Méditerranée qui engloutit des corps aussi, de cette destinée tragique de l'immigration. Et vous nous montrez cela aussi, Raja Amari. Oui, c'est vrai que le film s'ouvre sur cette scène tournée sous l'eau. Et je voulais en fait montrer un point de vue différent, justement, un point de vue qu'on ne voit pas forcément, c'est celui de la noyade, de l'eau qui engloutit les gens. Et voilà, la Méditerranée est belle, mais aussi aujourd'hui, elle est devenue un immense cimetière. Et l'histoire du film se situe, la destinée du personnage démarre sur cet aspect tragique, politique, je dirais fort, mais part après dans une voie plus intime, plus personnelle, plus détournée du personnage de Samia qu'on suit, donc on suit son itinéraire qui arrive illégalement en France et qui rencontre quelqu'un de son passé, de son village, et puis elle rencontre Yam Abbas, quelqu'un de nouveau, mais ces trois personnages sont des mêmes origines, mais qui vont se révéler très différents et étrangers les uns par rapport aux autres. Donc voilà, l'histoire du film se situe... c'est vrai que c'est un film sur l'immigration, mais l'immigration racontée plus du côté de la circulation du désir entre ces personnages qui sont proches, mais qui entrent aussi en collision et qui se trahissent aussi. Ça s'appelle Corps étrangers. On regarde d'ailleurs un extrait de la bande-annonce de Raja Amari. سامية حرقته bien sûr جانا الطار عايشك اخرج le moins possible il
faut que tu montres que tu as des documents. Quand tu les mains vides, sans papier. Je cherche un travail. Au fond de la salle, il y a un coin avec des petites annonces. Bonjour, c'est pour l'annonce. Bonjour. نخدم عند امرأة. juste نكمل لملها باش راجلها اللي مات. ويا تعرف situation تاعك. Il faut que tu t'habilles correctement pour passer inaperçu. Celle-là, elle est trop petite pour moi. Essaye-la. Parfois, je voudrais ne rien posséder comme toi. Moi, j'échange ma vie contre la tienne. Tu sais ce qui me manque le plus? C'est qu'il me touche. كان قاعد بعد دمك غير من قاعدة تقعد على البابي. On boit un verre? J'ai une gaffe. Attends. Il te plaît? Je porte un maquillage à ma moitié. حلمت حلمة خايبة. نحلم بيك تخلق فيا بيديك الاثنين. تحب تغرقني. قول بالحق. Corps étrangers, pour cher Raja Marie. Film soutenu par TV5 Monde, Raja Marie avec Yam Abbas, après Satin Rouge, Triomphe. C'est vrai que cette question-là, cette question aussi de l'immigration, même si on va vers l'intime à travers votre film, à travers ce scénario, elle est fondamentale aussi de ces rapports, finalement, entre les deux rives, comme on disait avec Jacques Ferrandez. Oui, effectivement, évidemment, enfin, moi, c'est quelque chose qui me touche, parce que j'ai immigré moi-même, mais je voulais quand même l'aborder d'une manière différente, en fait. Pas à travers l'axe politico-social qu'on connaît, mais voilà, mais choisir des voies détournées pour essayer d'entrer dans l'intimité de ces personnages, dans les ambiguïtés qui régissent leur rapport, et de ressortir aussi ces deux personnages féminins qui sont l'axe du film, qui sont deux générations d'immigrés différentes, mais qui sont d'abord dans un rapport intime de deux femmes qui se nourrissent des manques l'une de l'autre et qui se complètent quelque part, parce que dans ce parcours justement d'immigration et de se projeter dans un nouveau territoire, il y a aussi un rapport au corps, un rapport à l'autre, au corps de l'autre, le corps de l'autre qui est aussi un territoire, ouais, quelque part, et comment donc ces deux femmes vont parvenir, tout en étant différentes, l'une qui est qui avance dans l'âge, l'autre qui est pleine d'ambition, vont toutes les deux vers une certaine réconciliation avec elles-mêmes, et surtout une réconciliation avec leur territoire d'origine à la fin du film. C'est touchant. Quand on écoute Raja Marie, on est touché. Oui, c'est très touchant. Ouais. Et puis surtout, je crois que le point de vue d'une cinéaste sur ces questions-là est essentiel. En sociologie ou en sciences politiques, on évoque beaucoup ces questions-là à travers ce qu'ils sont, c'est-à-dire objectivement des rapports de domination, la problématique des inégalités sociales, la question dont on parle très peu aujourd'hui, la redistribution des richesses économiques, la question des rapports entre... Enfin, tout cela, mais je crois que avoir des points de vue autres, comme vous le disiez, le fait de vouloir faire différemment, pour reprendre vos mots, c'est important, ça participe aussi à la transformation des imaginaires, et je crois qu'en France, en Europe, on a besoin de ça, on a besoin aussi que les imaginaires se transforment, ou qu'en tout cas, des imaginaires se rencontrent. Et ça me semble être essentiel. Oui, le changement, on a vu, évidemment, vous avez même fait un documentaire sur la révolution tunisienne. C'est un téléfilm, ouais. À partir de... Mais d'abord, il a fallu combattre pour exister quand on est cinéaste aussi. Ça n'a pas toujours été facile. Et aujourd'hui, finalement, il y a un nouveau langage qu'il faut inventer.
Je crois que chaque film, chaque nécessite une mise en scène particulière et donc du coup nécessite d'inventer un langage parce qu'il y a une alchimie différente. On parlait de cuisine. On va parler de cuisine dans quelques instants. Aussi, il y a une mise en scène, une alchimie entre les comédiens aussi, entre les énergies sur un plateau de tournage, entre les outils qu'on utilise, les matériaux, les éclairages. C'est un tout en fait, et chaque histoire en fait, c'est le moyen de raconter l'histoire qui est particulier à chaque film. Maintenant, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que le point de vue est important parce que on attend de nous effectivement, alors comme écrivain, mais aussi beaucoup comme artiste, comme réalisateur, de représenter la réalité d'une certaine manière. Il y a des attentes toujours qui figent quelque part ce qu'on a envie de faire. Oui, ça c'est vrai. Ça. Oui, c'est vrai parce que nous parlons à des publics qui sont très différents. Une sorte de publics évidents, primordiaux, qui sont les publics algériens ou les publics haïtiens, ceux qui vont très naturellement vouloir comprendre ce que l'on dit d'eux. Et il y a aussi ce qu'on appelle les horizons d'attente de chaque société. Et chaque société, d'une manière ou d'une autre, espère être confortée dans les croyances et parfois même dans les préjugés qu'elle a. Le rôle de l'art et des arts est d'aller à contre-courant de ces préjugés-là et de ces représentations-là et de casser cette culture-là, cette culture qui fige l'autre et qui participe perpétuellement à créer de l'altérité de manière complètement indépassable et en vérité très morbide. Enfin, parce que ces attentes-là, en fait, négligent aussi la part de fantasme, la part d'imaginaire, enfin, la manière avec laquelle les personnages s'approprient la réalité et la transforment. Donc, le film n'est pas un reflet de la réalité, mais chaque personnage s'approprie la réalité à sa manière. C'est ce qu'a fait finalement Kawther Adimi, d'une certaine façon, c'est de réinventer, imaginer finalement, de réinventer une histoire. Oui, effectivement, que ce soit celle d'Edmond Charlot ou de Abdallah qui n'existe pas, que j'ai complètement imaginé. En tout cas, moi, quand j'ai travaillé sur Edmond Charlot, il était très évident dès le début qu'il y aurait plusieurs blancs. Je reprends la formule de Jacques. Effectivement, à un moment donné, on est obligé soit de décider qu'on ne raconte pas l'histoire, mais alors il y a plein de trous, et soit on imagine, on pallie, on trouve des astuces pour le faire. Moi, il y a des moments où j'ai pallié, clairement, où j'ai imaginé. C'est pour ça que c'est un carnet imaginaire d'Edmond Charlot. Ce n'est pas du tout une biographie. Il y a quelque chose qui touche l'imaginaire, ce sont les senteurs, ce sont les odeurs. Et puis c'est le goût, finalement, de la nourriture. Fatima Al, vous êtes là l'incarnation, une chef marocaine qui incarne cette gastronomie marocaine à Paris, à Marrakech. Mais tout ça, c'est quand même une autre écriture. Et je trouve... c'est magnifique d'en parler là, parce que tout à l'heure on a parlé de la langue. Dans l'immigration, la dernière chose qui nous reste, c'est la langue qui parle et la langue qui goûte. Mais ce qu'on a toujours oublié, c'est une injustice absolument extraordinaire, c'est que effectivement il y a des historiens, il y a l'histoire avec un grand H, il y a des femmes qui n'ont jamais été, elles n'ont jamais pu aller à l'école, mais elles ont écrit l'histoire à leur façon. Parce que la cuisine, c'est une forme d'écriture. Lorsqu'on revient pour savoir, on est ethnologie. Moi, je fais de la littérature, de l'ethnologie, et puis je reviens à la cuisine. J'apprends beaucoup plus, d'ailleurs, en cuisine, en faisant la cuisine, en rencontrant les gens, que lorsque j'étais dans le monde, entre guillemets, intellectuel, qui est un petit peu... et la cuisine, elle part en pauvre. Or, on a énormément de choses à apprendre. On parle de la mondialisation, je suis désolée, mais quand on jette un coup d'œil sur la route de la soie, voilà, on a un début de mondialisation, la route des épices. La cuisine, c'est
de la politique, c'est de l'économie sociale et culturelle. Et je mets culturelle à la fin par provocation. Donc il y a cette forme d'écriture quand. Alors l'autre, je rebondis sur ce qui a été dit d'une manière très riche et très belle par rapport aussi à la colonisation. Lorsqu'on parle de la cuisine française, on parle d'une cuisine régionale. Lorsqu'on parle de nos cuisines, la cuisine orientale. Alors imaginez, on a l'Extrême-Orient, le Moyen-Orient. Est-ce que nous pouvons réaliser toutes ces cuisines? C'est-à-dire que on nous met dans un sac. Encore en France, on n'est que dans l'Orient. Mais aux États-Unis, il y a la cuisine française, la cuisine italienne, éventuellement la japonaise, mais toutes les autres cuisines, c'est des cuisines ethniques. Donc voilà, ce qui m'intéresse dans la cuisine, c'est pas simplement ses recettes et le goût. Oui, c'est magnifique et heureusement que les femmes se vengent à leur façon pour qu'on les aime encore plus. Parce que moi, quand je reçois la plupart de mes clients, me disent « Ah, j'espère que c'est comme le couscous de ma mère. » Oui, c'est ce que tout le monde cherche. Hein. Voilà, le couscous de ta grand-mère. C'est Jacques Ferrandez, il veut le couscous de sa grand-mère. Hein. Je le tranquillise, il ne le sera pas parce que c'est une question sentimentale. Quand on parle de la cuisine de la mère, on ne parle pas de la cuisine, on parle de l'amour qu'ils ont de leur mère. Moi, ils viennent goûter le mien. Mais moi, ce qui m'intéresse sur ce terrain, c'est la cuisine du lien. Qu'est-ce qui me lie aux autres? Je pars en Chine, je trouve un lien. La pâte, la warqa, qu'est-ce qui fait les pâtes? Personne n'a lu Marco Polo. C'est d'une bêtise extraordinaire. Les historiens japonais remettent en cause même son voyage en Chine. Tout le monde répète les pâtes viennent de Chine. Qui l'a dit? Marco Polo. Tu as lu Marco Polo? Non. Et les historiens chinois, par contre, les pâtes séchées viennent du Maghreb. Donc voilà toute une histoire. Mais c'est aussi cette réconciliation avec le monde intellectuel, les écrivains qui ignorent un petit peu les richesses de la mère, de la grand-mère. Ils l'aiment simplement pour le goût. Mais non, elles ont d'autres choses à nous dire. Regardez, quelques instants, l'extrait d'un documentaire de Fatima Al, méditerranéenne, et c'est la cuisine du partage. La cuisine, quand on vit à l'étranger, c'est la dernière chose qui nous reste. Avec la langue maternelle, il y a la langue qui parle et la langue qui goûte. Tant que ces femmes continuent à répéter les gestes, à offrir, car pour elles, aimer, c'est partager. Ces merveilleuses recettes dont elles détiennent les secrets. L'accent peut changer, les recettes peuvent s'adapter, mais la parole et la nourriture sont les ultimes possessions dont on ne pourra jamais se défaire. Voilà, Kawithé Radimi a dû nous quitter, mais on regardait ces images qui sont quand même incroyables. Parce que c'est ça, ça donne envie. C'est une forme de résistance en plus. Écoutez, maintenant, actuellement, quand on parle de politique, on se fâche. Quand on parle de cuisine, ça nous rapproche. J'étais à Barcelone et on a eu 3 jours de réflexion sur la cuisine méditerranéenne. Et au bout du 3e jour, il y avait des Israéliens, des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, des Juifs, des musulmans, des gens qui sont en guerre, des gens qui ne s'aiment pas. Il y avait les Turcs, ou qui ne s'aiment pas beaucoup, ou parce qu'il y a des tensions. Et on a passé quand même 3 jours merveilleux. Tout simplement parce qu'on a parlé de cuisine. Et ça rapproche. C'est un des derniers liens forts qui restent à l'humanité. Et ce lien, il faudrait aussi qu'on ne regarde pas la cuisine uniquement comme des recettes. Oui. La cuisine, ça fait partie de nous. Et voilà, ça nous rapproche du cinéma, des livres. On va regarder des images, on va les commenter en même temps, Fatima, parce que Jacques Ferrandez, qui est un grand gourmand, va certainement être intéressé. Mais on va regarder ces images. Bon, on vous voit dans ce décor. Parce que finalement, c'est une cuisine qui respire le paysage, qui respire finalement cette terre. Qui parle. Oui, regardez, Fatima, on y est là. Là, on est à Rabat. On est à Rabat, là on est à Marseille. Donc je voulais montrer qu'est-ce qui reste encore dans une Méditerranée qui est en guerre. Qu'est-ce qu'il nous reste encore en commun? Il nous reste ces histoires de produits, les gestes.
Oui. Il nous reste, voilà, qui dit produit dit l'économie. Et dans la balance économique mondiale, l'agroalimentaire arrive avant l'armement. Donc c'est quand même très important. Je me demande pourquoi, enfin en France encore, il y a des historiens, des ethnologues, des cinéastes qui parlent de la cuisine. Mais chez nous, tout est réducteur. On nous réduit absolument à des grammages. Nous, on ne pèse jamais rien. D'ailleurs, on dit ton œil et ta balance. Voilà, c'est beau, hein, Jacques. Mais moi, ce que je trouve formidable, c'est toujours l'idée du récit. C'est-à-dire que là, on vient de le voir, en plus, de façon formidable, la manière dont on peut raconter tout ça. Et quand on fait un plat, quand on met son âme aussi dans ce qu'on met dans les marmites, c'est aussi une manière de se raconter. Et moi, il se trouve que juste avant de retravailler sur Camus, j'ai fait 2 albums avec un chef qui est Yves Candeborde. Et on est parti partout en France pour aller voir les producteurs, pour aller voir les vignerons, pour aller voir tous ceux qui sont directement en relation avec le chef, parce que Yves dit moi si j'ai pas en amont des gens qui me font des bons produits, moi je suis rien du tout. Et on voyait que chacun de ces producteurs, ils avaient moi je le comparais souvent au travail que je fais. Je dis vous êtes des auteurs, vous mettez, vous signez ce que vous faites, vous y mettez ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous mettez dans la marmite, dans l'assiette, ça vous ressemble. Oui. Et donc vous racontez aussi quand vous faites la cuisine. Quand vous faites une pastilla au pigeon, par exemple. Je trouve que c'est une de vos spécialités. Hein. La pastilla au pigeon, ça aussi, ça nous va nous donner faim. Une histoire absolument extraordinaire. Ouais. Ça nous pousse même à nos origines arabo-andalous. Là, ça nous rapproche un petit peu de l'Orient. C'est quand même fantastique, cette architecture même. Elles ont tout compris, ces femmes. Moi, je rends hommage surtout aux femmes. Parce que la Mourousia, l'église du XIIe siècle. Oui, c'est une recette du XIIe siècle. Voilà, on est projeté dans le passé, là. C'est quand même... Kautar, vous aimez ça? J'aime manger, je ne suis pas très difficile. Non, plus sérieusement, non, je crois que ce qui me touche beaucoup dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, à travers une histoire de la cuisine, à travers une histoire de la gestuelle, etc., on découvre surtout une histoire des femmes, en vérité, que l'on croit souvent comme contribuant peu ou ne contribuant pas du tout à l'histoire intellectuelle et culturelle des pays. On se rend compte qu'en vérité, si, elles ont participé, mais étant, entre guillemets, confinées à l'espace privé, l'espace domestique, et n'étant là que pour nourrir le ventre des hommes en période de guerre et puis en période de paix, ça participe à... Donc je vois surtout dans ce type de travaux une possibilité de déployer une vision féministe et une vision genrée encore plus forte, bien évidemment. Même si je reste malgré tout dubitative quant au pouvoir de la cuisine pour amener la paix sur Terre. Enfin, non, mais évidemment. Croyez-vous à la paix par la cuisine? De toute façon, il faut bien croire à quelque chose. Oui, à 20 ans, j'ai cru à une révolution où je pouvais changer le monde. Donc j'ai cru à... Raja aussi, elle y a cru. Mais là, je crois à la cuisine, c'est quand même plus... Devant un bon plat, on oublie les querelles. J'ai donné une conférence sur juifs et musulmans, la cuisine du lien. J'étais jusqu'à Jérusalem. Je suis désolée, quand je vois comment ça rapproche, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau, mais qui peut faire tout de suite quelque chose de... Oui, ces gouttes d'eau-là, ça nous rapproche. En tout cas, quand on se réunit, on se reconnaît et on parle, on écoute. Un Zalouk qui me raconte tout l'Empire ottoman, parce que très souvent, cette classification, la cuisine française, et on oublie certaines. C'est très difficile quand il y a ceux qui écrivent, ceux qui parlent, c'est toujours la même chose. C'est comme le pouvoir et le contre-pouvoir. Et vous avez toutes ces femmes qui, à leur manière, elles conservent, elles écrivent, et en plus, elles nous donnent du plaisir. Elles nous donnent un plaisir fou. Et on les aime puisqu'on parle toujours de la mère et de la grand-mère. Je crois que c'est leur ultime vengeance dans le bon sens. C'est pas une des choses qui vous reste le plus, finalement, de l'Algérie? C'est ça. Peut-être, oui, à travers la cuisine familiale qui elle-même est faite d'emprunts, parce qu'en Algérie, il y avait en effet la cuisine arabe ou berbère d'origine, il y a les apports espagnols, il y a les apports italiens, maltais, la cuisine juive, enfin tout ça s'est retrouvé dans
pour le coup, dans un melting pot algérien sur ce territoire-là. Et je trouve que ce qui est formidable, c'est quand on est encore capable de partager un repas ensemble, quand on est très différents. Là où ça s'aggrave, c'est quand on n'est plus capable de partager le même repas. C'est-à-dire que quand il y a des interdits de toutes sortes qui font que les gens disent non, je ne mangerai pas la même chose que toi parce que je suis différent de toi. C'est un territoire je de ne suis pas liberté, toi. finalement. Ouais. Oui, non, mais parce qu'il y a aussi ça, il y a les interdits, il y a les religions parce que la religion est très présente dans l'histoire de l'alimentation. Mais en même temps, très souvent, ils arrivent à la détourner pour rester ensemble. Oui, quand on observe, moi je voyage partout, je donne des conférences, j'ai écrit quand même 14 ou 15 livres, d'Amphi des frontières qui est un récit, mais en regardant ce qui se passe dans le monde entier, vraiment les grands intellectuels, les grands artistes surtout, se retrouvent autour de la nourriture et arrivent à détourner ce problème qui nous sépare. Parce que dans les religions, malheureusement, il y a aussi ce pouvoir-là de séparation. Oui, Raja, c'est aussi une forme de liberté, c'est la sensualité aussi. Satin rouge, ça n'a pas plu forcément à tout le monde. C'est montrer aussi le corps. Vous nous en parliez dans Corps étrangers, votre prochain film. C'est aussi finalement... que ce soit la nourriture, que ce soit finalement la vie. On peut tout montrer, on peut tout dire, ressentir. On peut, oui. Alors pour le cinéma, enfin pour en tout cas le cinéma que j'aime, on peut tout montrer à partir du moment où on est dans un point de vue où on raconte une histoire cohérente qui a ses nécessités. Pour moi, voilà, les personnages de mes films, des films s'inscrivent dans un parcours particulier, un parcours qui est libératoire et en même temps c'est une libération qui peut être tourmentée, qui peut prendre des chemins détournés et en même temps, voilà, c'est une liberté aussi qui repousse les limites, évidemment les limites du corps, mais les limites aussi de la société et les limites qu'on s'impose nous-mêmes. Oui. Donc, évidemment, la question du corps se trouve de toutes les façons au centre de mes films parce que on touche au final avec cette question, de la limite et la liberté, la question du corps, du désir et de comment être dans le monde et aussi être vis-à-vis de l'autre. Oui. Donc, voilà. Jacques Ferrandez, quand vous pensez à l'Algérie, vous y pensez tous les jours ? Ah ben là, pendant un an, j'y pensais tous les jours, en travaillant sur le premier homme, bien sûr. Jamais quitté. Ça ne vous quittera jamais ? Probablement, mais si vous voulez, c'est à la fois c'est là d'où je viens, là où je suis né, c'est là où je retourne de temps en temps. C'est aussi un imaginaire, peut-être parce que je décris beaucoup aussi une Algérie d'une certaine façon qui est révolue. Alors je dis pas qu'il y a de la nostalgie, peut-être il y en a, peut-être il y en a pas, je sais pas trop. J'ai un projet aujourd'hui pour continuer ce qui était mes carnets, donc carnets d'Orient, dont le terme d'ailleurs va être changé parce que l'Orient, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui regroupait une entité très, très large, très floue, et qui mélangeait à la fois l'extrême-orient et ce qui, pour le monde arabe, est l'Occident. Le Maghreb, c'est l'Occident dans le monde arabe. Donc déjà, il y avait un malentendu déjà sur les mots, sur le Maroc veut dire Occident. Tout à fait, oui. Absolument, c'est le couchant, si vous voulez. Donc j'avais, moi, choisi à dessein ce terme des carnets d'Orient parce qu'on était dans l'époque orientaliste, tout ce fantasme, si vous voulez, lié à l'Orient, que j'ai essayé de raconter dans mes livres. Là, maintenant, j'envisage de travailler peut-être sur une Algérie plus contemporaine, c'est-à-dire il y a toujours évidemment une relation très étroite entre la France et l'Algérie, qui est d'une autre nature, bien entendu, que celle que j'ai décrite dans mes albums précédents, jusqu'à ce premier homme de Camus. Donc il y a peut-être cette idée aussi de parler de l'Algérie d'aujourd'hui et des rapports avec la France d'aujourd'hui. Et la francophonie dans tout ça, parce que là on fait quand même le tour du monde de la francophonie, là en ce moment sur TV5 Monde. Tour du monde de la francophonie, on va aller dans quelques instants à Auckland, on sera toujours en direct, on est en direct, je vous dis la vérité, il est 1h56 du matin à Paris. Voilà, on est tous là et je vous remercie vraiment. On remercie tous ces invités qui sont venus à une heure très tardive, on l'imagine. Alors évidemment, ceux qui nous écoutent, pour certains, ils sont en plein jour ou le soir, etc. On les salue tous. On vous remercie vraiment d'être fidèles à cet événement pendant 25 heures comme ça, ce tour du monde. Là, on est dans l'océan, on va bientôt, donc je le disais, rejoindre Auckland. C'est-à-dire la francophonie, c'est ça. Finalement, c'est un lien. Si on doit dire un mot, c'est quoi ? Kauta. Oui, c'est
En tout cas, quelque chose de beaucoup plus grand que la France, et la France devrait s'en honorer, c'est-à-dire d'avoir réussi à produire, au-delà de ses frontières nationales, quelque chose qui crée une communauté de locuteurs, une communauté d'imaginaires. J'espère que ce sera une francophonie qui sera surtout libérée du passé colonial qu'il a vu naître. Oui, un mot. La francophonie est un espoir pour beaucoup, parce que la plupart des pays francophones aiment la France. Et malheureusement, très souvent, ils ne sont pas aidés pour cette langue et pour encourager cette langue qui est la langue française. Et la langue française, alors je parle aussi de la cuisine française, qui aussi encourage la langue, et la langue encourage la cuisine. Donc oui, la francophonie, c'est vraiment extraordinaire, à condition de ne pas laisser mourir cette langue, parce qu'il y a des pays où ils n'arrivent pas à continuer à apprendre cette belle langue. On va finir là-dessus. Hein. Le premier homme, voilà, Jacques Ferrandez, c'est magnifique. Kawther Adimi, elle a dû nous quitter, mais on la remercie infiniment d'être venue. Kawther Archi, son dernier livre, et puis le prochain film de Raja Amari, Corps étrangers. Voilà, c'était merveilleux d'être tous ensemble. Tous ensemble. On va tout de suite partir. On continue le direct, 25h, avec le Tour du monde de la francophonie. On va à Auckland, en Nouvelle-Zélande. On va retrouver Demet Korkmaz. Alors Demet, vous êtes là-bas. Je ne sais pas de quoi vous allez nous parler. Peut-être de vin, j'en sais rien. Allez, de quoi vous allez nous parler, Demet, là-bas à Auckland ? Bonjour Paris, nous sommes ici à Auckland. Évidemment, nous allons aborder beaucoup de thèmes, et la francophonie, elle est tellement grande qu'elle traverse les océans pour venir jusqu'ici. 20 km nous séparent, Patrick. On va parler de vin néo-zélandais, bien entendu, mais on va aussi parler de Weta Digital. C'est les studios de Peter Jackson, le réalisateur néo-zélandais d'effets spéciaux, qui a fait Avatar et notamment le dernier Valérian. Restez avec nous. Merci Demet. On vous retrouve donc dans quelques minutes à peine. Je remercie encore tous mes invités qui sont venus là. Vraiment merci. Hein.